Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale intitulée Auréa Magazine qui est axée aujourd'hui sur, disons, la récapitulation des grandes réalisations faites par le CNRD à sa tête, le général des corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya. Et j'ai avec moi M. Sarafdine. Bonsoir, Sarafdine. Bonsoir. Également Nemanan Kamara. Bonsoir, Nemanan. Bonsoir. Et également Arafan Koundé. Arafan, comment tu vas? Bonsoir. Tu te portes bien? Également El Azhar, notre doyen. Comment allez-vous? Eh bien, pour réussir cette édition spéciale, nous avons ici le directeur général de Auréa. Il s'agit bien de Ibrahim Koné. Monsieur Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, vous-même? Nous sommes ravis de vous recevoir dans cette édition spéciale. C'est un grand plaisir. Vous n'êtes pas sans savoir, 5 septembre 2021, 5 septembre 2024. Il y a de cela 3 ans depuis que le CNRD est en place et beaucoup de réalisations sur le plan politique, économique et social ont été faites. Nous sommes là aujourd'hui avec ce directeur général, Ibrahim Koné, pour en parler, pour jeter une sorte de vision claire dans les réalisations faites et essayer de savoir quel serait le poids de cette politique économique et sociale que le général Mamadi Doumbouya et son équipe ont réussi à mettre en place. Et pour cela, je veux directement passer la parole à M. Sarafdine. Merci à tous les chroniqueurs sur ce plateau. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, M. Kondé. Monsieur le directeur, nous allons entamer cette émission avec la toute première question, volet social. L'immigration clandestine est devenue de nos jours la seule voie empruntée par la jeunesse africaine, particulièrement celle de la Guinée, pour sortir de misère. À votre avis, quelles sont les conditions qui doivent adopter les États africains pour lutter contre ce fléau? Écoutez, merci pour cette belle question et même une question d'actualité. Il faut comprendre que plus tard qu'hier, il y a le premier ministre du Royaume d'Espagne qui a commencé une tournée en Afrique, principalement où il va aller au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Pour parler de quoi? Et la Mauritanie, pour parler réellement de cette immigration de façon illégale qui se passe, où la mer Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert pour les braves valides africains. Ça fait mal, ça fait chaud au cœur, et on s'incline pieusement sur l'âme de nos enfants, des Africains perdus dans cette mer. Au-delà de ça, il faut comprendre que les gens aujourd'hui miroitent l'Europe comme un Eldorado. On refuse de faire les mêmes boulots que nos États proposent à nos jeunes gens. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'État guinéen, depuis un certain temps, propose beaucoup de choses à sa jeunesse. Quand vous prenez le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, il y a des entreprises au sein qu'on appelle le fonds d'aide des jeunes qui proposent beaucoup d'activités, qui proposent même des fonds de soutien aux entrepreneuriats jeunes. Pourquoi? Pour tirer les jeunes de cette misère dont ils pensent qu'ils sont les seuls, ou ce n'est que la seule jeunesse guinéenne qui en souffre. Non, ce n'est pas que les jeunes guinéens. Les jeunes de partout à travers le monde en souffrent. Il faut bien que les gens comprennent. Aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la politique mise en place par l'autorité de l'État pour en fait pouvoir mettre fin à cela. Ben, écoutez, que c'est un problème continental. Oui, la politique, elle est simple. Aujourd'hui, le Fonds des jeunes est là, comme je le disais. Il y a SEMTIC qui se trouve au ministère de la Jeunesse qui forme les jeunes au métier. Aujourd'hui, on voit la GTIP qui forme les jeunes pour faire des métiers, qui crée même, qui les aide à créer leur propre entreprise. Et deuxièmement, vous avez l'enseignement technique. Aujourd'hui, avec l'école des arts, des métiers de Koya qui a plus de 1000 et quelques postes comme forme des menuisiers, des maçons, des mécaniciens, des électriciens, bâtiments et autos. Toutes ces formations sont mises à la disposition des jeunes pour pouvoir les fixer, sans compter le cursus scolaire et universitaire que l'État met en place. Vous allez aller dans nos établissements aujourd'hui, tels que l'enseignement supérieur, vous avez
cette nouvelle forme d'études qu'on appelle les classes préparatoires des grandes écoles. Oui. Que nous, je pense que c'est la même politique au niveau de l'ASCAD. De l'ASCAD. L'ASCAD aujourd'hui avec l'armée, on donne une seconde chance à cette jeunesse qui n'a pas fait de longues études pour les former et pour pouvoir les insérer dans la société. Pour pouvoir les insérer dans la société. Voilà, nous avons également M. Nemanan Kamara qui avait une question sur le volet social. M. Nemanan, à vous la parole. Ok. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le directeur, au nombre des acquis remarquables du CNRD figure en bonne place le recrutement massif des jeunes fonctionnaires au sein de la fonction publique. Bon, en quoi consiste ce processus de rajeunissement et de modernisation de l'administration publique? Mais écoutez, vous devez comprendre que depuis un certain temps, notre administration en souffrait beaucoup. On parlait de corruption, on parlait de manque de formation, on parlait de la formation même des composants de cette administration aux outils de nouvelles technologies. Voilà pourquoi, après la prise de responsabilité du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, il y a des axes qui se sont choisis et ils se sont dit que sur ces axes, il faut qu'on travaille pour le bien-être du Guinéen, pour le bien-être de nos concitoyens. C'est quoi? C'est de rajeunir notre administration. Et ce rajeunissement de l'administration va sans dire qu'on a fait beaucoup de recrutements, où on a donné l'opportunité pour encore soulager cette masse de jeunesse diplômée, sans emploi, qu'il fallait leur trouver des postes. On a vu, dès la prise de fonction, combien de personnes qui sont allées à la retraite, qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Et donc, on peut sous-entendre que la biométrie, comme on l'entend avec vous, la biométrie vraiment permet l'insertion socio-professionnelle, donnant la chance à tous les jeunes. Mais elle nous a permis déjà de décanter les vrais du faux. Et on a vu qu'il y a des fonctionnaires guinéens qui prenaient leur salaire pendant des années et qui n'étaient pas à Conakry. Et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui prenaient doublement des salaires dans une seule personne qui prenait leur salaire dans plusieurs services. Alors, cette biométrie nous a permis de décanter, de faire le toilettage de notre fichier administratif. Et cela nous a permis de recruter des jeunes diplômés. Tout dernièrement, vous avez vu sur l'étendue du territoire national, même quand vous regardez le corps enseignant aujourd'hui, où on a recruté plus de 25 000 enseignants quand même sur l'étendue du territoire national. Même pas que les recruter, mais on avait le problème des enseignants que l'État guinéen avait utilisé dans le temps. Et ce problème on a trouvé une solution avec le syndicat, on en a discuté. Et au-delà même du recrutement des fonctionnaires, il y a eu des traités entre le syndicat guinéen et l'administration avec les augmentations de salaire. Que ce soit toutes les hiérarchies guinéennes, chacun a eu un peu plus sur son salaire. Et il y a eu beaucoup d'avantages que le fonctionnaire guinéen commence à percevoir. Beaucoup d'avantages que le fonctionnaire guinéen commence à percevoir. Nous venons de l'entendre dans la bouche du directeur général de Oroya. Ici également, nous avons parmi nous Arafan Condé qui avait une question effectivement sur le volet social. Monsieur Arafan. Sur le volet social, j'ai une question à ce niveau. Ma question se situe sur le RGPH, sur le recensement de la population à caractère d'habitation. Qu'en est-il sur le recensement là? Parce que c'est l'une des 10 étapes de la transition. Écoutez, une belle question. Vous savez, il faut avoir des préalables avant d'aller aux élections. Sans plus tarder qu'il y a 2 ou 3 semaines, Oroya, le quotidien national, a signé avec le coordinateur général du mouvement SPH, qui est le général Biro Condé. Et la représentation dans les préfectures, les 33 préfectures, plus la capitale de Conakry, on a signé, les gens ont été déployés. Quant à eux, de mettre les bureaux dans les différentes régions et après, en combinaison avec l'Institut national de statistique, le recensement va débuter.
Et là, ça va nous permettre de connaître le nombre de foyers, le nombre de Guinéens, où les Guinéens habitent, dans quel secteur ils sont. C'est après ce rapport, après les recensements, qu'on va essayer encore de faire un autre travail avec les mêmes données que nous allons appeler le recensement électoral. Savoir, M. Condé, vous habitez où en Guinée, dans quel secteur vous êtes, dans quel bureau demain de vote qu'on va créer pour dire que après recensement, vous allez être doté d'un bulletin et après, vous allez avoir votre bulletin électoral et votre bulletin électoral vous dira dans quel numéro, dans quel bureau de vote vous devez aller demain pour aller accomplir votre droit civique en votant un Guinéen. Toujours sur le volet social, Sarafdine, tu voulais me dire, il y a une autre question? Je vais rebondir cette fois-ci sur une autre question, toujours avec le volet social. Monsieur le directeur, selon vous, est-ce que en comptabilisant les acquis côté sanitaire du CNRD, est-ce qu'on peut dire vraiment que vraiment espoir est permis? Mais écoutez, côté santé, vous devez comprendre que depuis un certain temps, pour terminer, le plus grand CHU de notre pays traînait, battait de l'aile. C'est avec le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya quand on a fait l'inauguration de Donka. Et après Donka, on a vu aujourd'hui la signature, pas plus tard que 2 semaines, de la construction des CHU dans toutes les capitales régionales de la République de Guinée, avec le fonds et avec l'Agence française de développement. En appui et en développement, surtout de tout ce qui est laboratoire, de tout ce qui est examen, de tout ce qui est formation des médecins pour que le Guinéen puisse être soigné, traité dans notre pays. Dans d'autres pays. Alors, Némanan, une dernière question sur ce volet social. Bon, peut-être une dernière question, parce que moi, sur le volet social, j'ai 2 questions. La première, j'avais 3 questions. La première est partie. La deuxième que je voulais poser à monsieur le directeur général du quotidien national Orea, c'est que pour promouvoir l'unité nationale, le président Mamadi Doumbouya a mis en œuvre des gestes symboliques forts tels que le dialogue social. Alors, pensez-vous que ce dialogue social a été une réussite? Et si oui, comment pouvez-vous le démontrer? Mais écoutez, déjà, l'accalmie dont nous vivons dans notre pays, dans 3 ans quand même, on est un pays où il fait bon vivre, où chacun vague librement à ses occupations, où le bien de chacun est protégé par nos hommes en tenue. Je veux dire, si le dialogue social n'était pas écouté, si le dialogue social n'avait pas des retombées positives, on ne serait pas là. Puisque dès l'entame de la prise de responsabilité de nos hommes en tenue... Mais monsieur le directeur, une importante frange de la classe politique n'est pas partie à ce dialogue-là. En quoi cela est une réussite? Mais elle est déjà une réussite puisqu'il y a une importante frange politique qui sont allés au dialogue. Peut-être, je peux compter au bout du doigt qu'il y a quelques partis qui n'ont pas répondu à l'appel. Mais la plus grande majorité des partis politiques de notre pays étaient là pour répondre à l'appel. Cependant, on a parlé de dialogue inclusif. Oui, mais inclusif, les gens aussi, on est dans un système démocratique où les gens sont libres de venir autour d'une table ou pas. L'objectif pour nous, que le CNRD a fait, depuis l'entame de la prise de responsabilité, on a fait appel à tous les Guinéens, de tous les bords. Chacun a vu les journées de concertation au Palais du Peuple, où toutes les couches ont été appelées. Donc moi, j'ai pris parole avec le monde des journalistes de ce pays, où toutes les couches, je dis bien toutes les couches, les handicapés, les fonctionnaires, les retraités, les magistrats, tout le monde est venu. Le président a eu le temps d'écouter toutes les couches guinéennes. À la sortie de ça, il a été décidé que les gens puissent se mettre autour. On a choisi 3 dames de référence de notre pays. Madame Guilao, Al-Shaba et Madame Makale Traoré.
Il était question qu'elle se lève, qu'elle voie tout le monde, toutes les composantes de notre nation, qu'ils puissent venir autour de la table. Il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus. Mais pour moi, le dialogue a été satisfaisant, puisque le CNT, dans la même lancée... Le dialogue a été satisfaisant, nous n'avons pas assez de temps. Je vous rappelle que nous sommes avec le directeur général du quotidien national, le seul quotidien de la République, Oroya. Eh bien, avec lui, on va parler un petit peu, disons, on va récapituler de ces élans de développement qu'a réussi le CNRD. Nous allons devoir parler du volet économique, où il y a eu vraiment des avancées remarquables. Vous savez, le CNRD, avec à sa tête le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, décide vraiment de répartir les richesses du pays, disons, de manière équitable entre tous les fils et filles du pays. Ceci étant, je voudrais savoir aujourd'hui, en voyant deux ans ce méga projet mis en place, qui est l'exploitation du mont Simandou, quelle analyse le directeur général d'Oroya fait-il de la partie économique réalisée par le CNRD? Mais écoutez, bien avant le méga projet, il faut comprendre que la Guinée a pris un boom économique. Le PIB guinéen qui était autour de 3%, aujourd'hui se trouve autour de 4%. Nul n'était l'explosion du dépôt de pétrole, on ne serait pas là, puisque ce n'est pas que les mines. Depuis un certain temps, quand on a eu un boom économique minier depuis le 5 septembre passé, puisque le CNRD a ouvert la porte à toutes les composantes du monde entier. Venez chez nous, les mines sont là, exploitées dans des conditions gagnant-gagnant. Et cela fait, on a vu l'arrivée de plusieurs entreprises pour venir travailler les sous-sols de notre pays, ou qui ont fait des gains, des retombées dans le portefeuille de l'État. Sur ce, il faut aller encore. Ce n'est pas que les mines. On a investi beaucoup d'argent dans tout ce qui est immobilier. Allez-y du côté de Kipé, allez-y du côté dans la commune de Ratoma. Il y a des immobiliers, des bâtisses neuves qui sortent de la terre. Ça, c'est de l'investissement. Mais comment ça se traduit à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays. Et au-delà de ça, l'agriculture n'est pas restée de peur. On a propulsé, on a impulsé un vent nouveau à l'agriculture, dont le chef de l'État était le premier à aller au champ, où tous les ministres, et on a demandé à l'armée d'y aller. Aujourd'hui, vous allez voir des champs à perpète. Il y a eu plus de 14 millions d'hectares de terres cultivables arabes dans notre pays. Ce qui veut dire que l'économie s'est diversifiée avec les services. Quand vous regardez aujourd'hui tout ce qui est... L'économie diversifiée avec ses services, Sarafdine a une question relativement à cela. Monsieur le directeur, toujours sur le plan économique, le projet Simandou. Oui, je voulais en venir. Avant d'abord d'en venir, peut-être, nous avons vu plusieurs projets que la Guinée a signés avec des régimes précédents. Et avec ce régime, le projet Simandou va porter fruit. Mais écoutez, déjà ce qui est fait dans le projet Simandou, actuellement, non, les mêmes erreurs avant. Vous savez, depuis plus de 40 ans, on parle de Simandou. Et l'ancien régime n'a parlé que des textes de loi. Et il y avait des spéculations sur le projet avec le milliardaire belge Benistaner qui vendait, où l'État a récupéré plus de 700 millions là-dessus. Mais pour aller concrètement, je veux dire de façon exacte, concrète, pragmatique, c'est avec... Le millionnaire belge ou israélien? Belge, israélien. Oui. Et je veux dire, pour être plus concret, c'est avec le général de corps, Mamadi Doumbouya, dont il a délégué la responsabilité pour suivre de près au ministre, directeur de cabinet, M. Tiba Diakité, qui est le coordinateur avec le ministère des Mines et tous les hauts cadres de la présidence. Pour dire quoi? Cette fois-ci, il n'y a pas qu'une seule société. Simandou est composé de 4 blocs. 2 blocs, c'est pour le consortium Winnie Mining, et les 2 autres, c'est pour Rio Tinto et Simfer. Et sur ce, il y a eu une société mixte que l'État même est actionnaire là-dedans. Pour se mettre ensemble,
trouver les milliards qu'il faut pour commencer ce travail. Les autres n'ont pas pu démarrer. Et aujourd'hui, le ministre les autres n'ont disait, pas pu le démarrer, oui, comme vous l'avez dit, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'économie est un secteur complexe. Que répondez-vous à ces gens qui pensent que, franchement, un gouvernement de transition ne peut pas faire toutes les études de faisabilité pour pouvoir exploiter Simandou? On allait au-delà des études de faisabilité. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le projet Simandou, quand on voit l'infrastructure des chemins de fer, il y a plus de 200 et quelques kilomètres de chemins de fer qui sont implantés. Le port de Morbaya est déjà opérationnel. Sans compter les infrastructures des ponts ferroviaires, le tunnel qui est en train d'être fait. Et l'exploitation du méga projet de Simandou va donner une propulsion à l'économie de notre pays. Une propulsion à l'économie de notre pays. Némanon, je pense qu'il y avait une question. 15 milliards de dollars en projection pendant plus de 20 ans. Ce qui veut dire que sur cette utilisation, les 10 années à venir, la Guinée, l'économie guinéenne serait dans une autre élan. La croissance serait autour de 12 à 15%. Voilà que, bien entendu, je vous rappelle, c'est Ibrahim Koné, le directeur général de Orea. Némanon, à toi la question. Voilà, voilà que c'est très brillant cet exposé de monsieur le directeur général du quotidien Orea. Et l'autre aspect, ou l'autre volet de l'aspect économique que je voulais évoquer, c'est que, bon, concrètement, parlant des chiffres, qu'est-ce qui a concrètement changé en termes d'indice de développement dans notre pays? Pour expliciter un peu, si nous voulons parler du PIB, du produit intérieur brut et tant d'autres indices de développement, qu'est-ce qui a concrètement changé alors sous l'ère, ou qui doit changer sous l'ère du CND et qui n'était pas avant? Mais je vous donne de façon très banale pour le commun du Guinéen, c'est le taux d'échange monétaire. Depuis combien de temps le taux est stable dans notre pays? L'indice est là. Et je vous disais que en 2021, on était autour de combien? 4%. Et en 2022, déjà, 2022, fin 2022-2023, on était autour de 5%. Avec l'explosion du port en novembre 2023, on a eu des balbutiements où on est retombé, mais au jour d'aujourd'hui, on est autour de 5% de l'indice de développement. Et en plus, vous allez comprendre que le méga projet que à ses débuts a propulsé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures, il y a eu beaucoup de commandes, il y a eu beaucoup de biens. Et en plus, vous comprendrez que avec l'utilisation des termes qu'on appelle le contenu local a permis, sur le projet Simandou, à créer des milliers d'emplois dans la zone de Bela, dans la zone de Kéréwani, dans la zone de Frokaria, sur le long des 600 kilomètres des rails. Qui parle de rails parle de route. Qui parle de rails parle d'investissement. Qui parle de rails parle d'un chemin de développement local. Des chemins de développement local. Arafan Kondé, je pense que vous avez une question. Sur le volet institutionnel, le CNRD, sous la conduite du MATD, le ministère de l'administration du territoire a mis en place les délégations spéciales. Il y a beaucoup de communes qui n'ont pas opérationnel. Quand je prends l'exemple sur Kagbele, la commune de Kagbele, la nouvelle commune de Kagbele n'est pas opérationnelle. On ne délivre pas les papiers. Quel est votre regard sur la création de nouvelles communes? Mais écoutez, d'abord, il faut comprendre que ce pourquoi on a créé les communes, c'est d'être proche de nos concitoyens. Et cette réflexion d'être proche de nos concitoyens, d'être plus touchant, de comprendre les réalités de nos communes, de nos habitations. Sur ce, il y a eu l'idée de créer les communes, de diviser encore des gros quartiers Mao en communes pour qu'on puisse toucher du doigt les réalités de nos communes, de nos villes. Sur ce, écoutez, c'est un début. On vient de créer 13, on est en train de créer le fonds de développement des communes, le FODA, qui est déjà doté de plus de 400 milliards de francs guinéens. Et ça, c'est pour développer nos communes. Ce fonds existait dans les années 2000,
2021 avec l'ancien régime, mais le fonds n'avait pas de mécanisme, puisque ce fonds est approvisionné par les taxations qu'on prélève sur les mines. Et aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de sociétés minières, des sociétés qui exploitent nos mines, ce qui veut dire que les fonds deviennent plus intéressants. Et avant, ce fonds était donné à l'ANAFIC pour le développement local. Et aujourd'hui, l'ANAFIC a toujours ce fonds, mais ce fonds a été revalorisé encore pour que ces communes-là vont être dotées de budgets conséquents pour le développement local. Alors, on vient de les créer il n'y a pas encore 5 mois. Soyons patients, vous allez voir. Et il a raison quand même. Ces communes-là existent, mais est-ce qu'il y a des moyens d'accompagnement? Heureusement, vous avez parlé de ce fonds disponible. Mais le fonds, il est là, on va mettre à leur disposition. Voilà pourquoi, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on formait l'administration de ces communes à l'utilisation de ces fonds. Alors, bien entendu, tout à l'heure, vous évoquiez également la diversification de l'économie. Je voulais juste revenir un peu sur l'économie diversification, mais avant ça, c'était de dire les retombées du projet Simandou. Les retombées du projet Simandou, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le souci que le CNRD a, c'est de former cette jeunesse guinéenne. Une jeunesse bien formée, outillée, est une jeunesse protégée contre tout ce qui est l'immigration. Et sur ce, le projet Simandou 2020, avec l'Académie Simandou, va injecter des millions de dollars dans la formation des jeunes, tout en créant tout ce qui est métier allant dans l'exploitation de nos mines. Aujourd'hui, il y a des métiers tels que des gros soudeurs, on est obligé de les importer ailleurs. Les laboratoires de mines, on est obligé de prendre les échantillons de terre de notre pays, aller dans d'autres pays pour aller connaître réellement la teneur du fer ou des minéraux dont nous disposons. Et tout ça, les retombées de Simandou va nous permettre d'injecter des millions de dollars sur la formation de nos jeunesses, sur l'équipement en outils de dernière génération de nos laboratoires et en plus mettre de l'argent sur l'économie infrastructurelle de nos villes. Que répondez-vous à ceux qui pensent que la diversification économique est un feu de paille en Guinée, parce que tout simplement la Guinée est un pays... Mais déjà... La Guinée est un... Laissez-moi terminer s'il vous plaît. La Guinée est un pays minier et que l'agriculture n'est pas accompagnée, la pêche, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne répond pas à cette politique qui dit mangeons ce que nous produisons et produisons ce que nous mangeons. Est-ce que réellement on est vraiment à cette politique-là? Ben écoutez, c'est cette politique, vous savez, je vais vous dire, toute politique de développement a un départ. Et s'il y a une continuité, on ne dirait jamais cette politique, on l'a commencé aujourd'hui, après-demain, voilà le gain. Cette politique de développement a été toujours l'une des politiques phares de tout gouvernement guinéen, depuis l'indépendance. On a vu avec Ahmed Sékou Touré les FAPA. Et après le général Lassana Conté en a fait. La transition d'Addis en a fait, le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, quand vous regardez cette diversification, aujourd'hui, elle est au summum. Je ne dirais pas que c'est le top niveau et que demain d'autres ne vont pas dépasser, mais aujourd'hui, on a mis des centaines de milliards de fonds dedans. Et quand vous regardez un peu cette année, la saison agricole passée, où l'État a investi en machines batteuses, en machines d'agriculture, des centaines de machines qui sont arrivées, distribuées sur l'étendue du territoire national, des engrais, des produits phytosanitaires à des prix moindres pour que l'agriculture soit protégée. Et en plus, la paysannerie de Fouta avec le groupement, avec la culture de pommes de terre. Quand vous venez en Basse-Guinée avec tout ce qui est ananas,
Aujourd'hui, ces groupements sont dotés de fonds. Et le fonds d'aide, la banque dédiée à l'agriculture, mais le fonds a été 2 fois revalorisé. Pourquoi? Pour permettre aux agriculteurs, les gros agriculteurs, avoir des financements. 1, l'agriculture. 2, quand vous prenez tous, je parlais tantôt de comme pour dire aucun secteur ne sera négligé. Mais aucun secteur n'est négligé, puisque le développement est un tout ensemble. Tout doit aller ensemble. Et il faut savoir que les mines s'épuiseront un jour. C'est quoi qui ne va pas s'épuiser? C'est l'agriculture. C'est quoi qui ne va pas s'épuiser? C'est les services, les biens, la construction. Et quoi? L'investissement. Il y a le tourisme qu'on est en train de développer avec le branding guinéen. Et en ce qui concerne les énergies renouvelables? Mais surtout, l'LDG vient de signer un contrat pour la construction de 8 centrales solaires sur l'étendue du territoire national. C'est pour vous dire un peu, au-delà de cela, il y a le tourisme qui est développé. Selon vous, le central flottant est une solution pour la Guinée, étant château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? Mais écoutez, déjà le projet, il faut comprendre qu'on est dans un pays où la compréhension doit être de base. Quand on prend les méga projets qu'on a eu, la construction de nos barrages, qui se sont montrés aujourd'hui avec beaucoup d'insuffisance, parce qu'il y a une projection. Et cette projection, après Caleta, on devait faire Swapiti. Après Swapiti, Caleta. Après Caleta, il y a Amaria, qui est la 3e étape qui n'a pas été atteinte d'abord. Et après cette 3e étape, vous allez avoir une production plus accroître de l'énergie. Deuxièmement, cette solution du bateau flottant, elle est temporaire. Tous les pays du monde entier utilisent des solutions temporaires pour satisfaire le besoin énergétique de leur nation. Mais est-ce que vous pensez que vraiment c'est une solution temporaire, comme vous l'avez dit? Parce qu'on l'a connu pendant le régime précédent. Et si maintenant là aussi? Écoutez, aujourd'hui, avec la construction des 8 projets de l'énergie renouvelable que l'État guinéen s'est engagé et que l'État guinéen bientôt va terminer le barrage de Amaria, vous pensez que si on a suffisamment de production énergétique, on aura besoin du barrage? Je dis non. Voilà, c'est la réponse du DG et Ibrahim Koné. On a une dernière question sur le volet économique avant d'engager le volet politique. Bien, voilà, tout à l'heure, le directeur disait que bientôt les mines vont finir. Et qu'est-ce qui va rester? Il a parlé de les mines s'épuisent, pas bientôt. Ok. Ça peut faire encore 100 ans peut-être. Les mines vont s'épuiser. Voilà, un jour. D'accord, c'est une réalité. Oui. Alors, et qu'est-ce qui va rester? Il a parlé de l'agriculture. Mais voilà que ce sont les forêts qui nous permettent, les domaines permettant, les plaines permettant alors de faire l'agriculture. Depuis 2 ans. Ce sont ces plaines qui sont en train aujourd'hui d'être endommagées par l'exploitation minière. Depuis 2 ans. Pensez-vous que ce n'est pas un frein, monsieur le directeur général? Depuis 2 ans. Et permettez, je vais poser... non, bien avant que vous ne posiez votre question, je voulais juste vous dire que depuis 2 ans, l'État guinéen investit des milliards dans le repoisement des sols dégradés dans notre pays. Je vous poser votre question. Bien, ok. L'autre aspect de l'économie que je voulais signaler, il y a aujourd'hui, nous constatons une instabilité alors du prix des produits de grande consommation. Aujourd'hui, le sac de farine s'est négocié à plus de 300 000, le sac de riz à plus de 300 et quelques mille, la miche de pain est à 5 000. Alors, concrètement, comment le panier de la ménagère, nos pauvres mamans qui sont encore à la maison peuvent constater que notre économie est stable et équilibrée avec une telle situation? J'aime bien cette question. Vous savez pourquoi? L'État, le souci du président de la République, de tous les membres du gouvernement, c'est de pallier à cela, aller vers la réduction de la souffrance de nos mères. Et voilà pourquoi l'État demande à tout le monde, chacun de nous, où nous sommes, de nous impliquer à la quête de cette réduction. Et comment cette réduction se fait? Quand vous regardez un peu à travers le monde, la guerre, on va encore sur des choses qui ne dépendent pas de nos États.
Quand vous parlez de farine, vous parlez de blé. Quand vous parlez de blé, ce n'est plus de l'agriculture africaine, mais occidentale. Et le gros producteur. Les deux gros producteurs, c'est l'Ukraine et la Russie. Tout le monde sait. Le problème, la guerre qui est là, ça fait qu'il y a eu une spéculation sur ces prix. Même les niches de pain, il était combien? L'État guinéen a abandonné des taxes. Je vous dis, les taxes à l'accord des douanes, aujourd'hui, il y a des prix qui ne sont pas taxés. La farine guinéenne n'est pas taxée. Voilà pourquoi on encourage que chacun puisse prendre les farines de notre pays. Oui, mais elle allait partir en flambeau. On a vu tout dernièrement en Égypte. Le prix allait 2 fois plus cher. On n'en trouvait même pas. Vous parlez de prix, mais et le manque. Heureusement que notre pays, on en trouve toujours les mêmes produits de consommation. Au Sénégal, c'était 2 fois plus cher que la Guinée. Le sac de riz. Et voilà pourquoi l'État est en train de mettre des milliards dans l'agriculture, aller vers l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi qu'on ne développe pas aujourd'hui vers Zéré Corée le développement et l'accroissement de la production du maïs ou du manioc, et à Kankan, l'igname, au Fouta, le fonio. Mais voilà des choses que l'État demande aux cultivateurs guinéens. Voilà pourquoi on met toute cette manne d'argent que l'État se prive pour mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture pour que demain on puisse réellement sortir notre pays de cette dépendance économique. Du blé, nourriture même des assiettes, je dirais. Oui. Des pays dont les populations n'ont pas les mêmes revenus. La télé, c'est le temps, camarade Nemana, et on va devoir se contenter à cela. Voilà, tel que je disais donc, vous avez parlé du cas de l'Égypte, du cas de Mali, du cas du Sénégal, mais je me dis que l'ensemble de ces pays, les populations de ces pays n'ont pas les mêmes revenus que le Guinée. On parle que le Guinée. Est-ce qu'on peut comparer des réalités? Je veux dire, la réalité dans les assiettes est pareille partout. Aujourd'hui, il y a une flambée de prix mondial aux États-Unis. Écoutez, les choses qu'on vendait hier à $2 sont passées à $4. En France, c'est pareil, mais peut-être on ne ressent pas de la même façon. Et c'est que l'État guinéen fait. Quand vous regardez en matière de prix, dans les boutiques, chez les étalagistes, le marché guinéen, qui est cher pour nous les Guinéens, mais c'est l'un des marchés les plus moins chers du monde. Vous savez pourquoi? Parce que l'État fait beaucoup de sacrifices, ne prélevant pas de taxes ou n'impose pas de taxes à ces marchandises. Voilà pourquoi. Voilà qui est bien entendu. Non, M. Camara, c'est bon. M. Camara, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon sur cette question-là, M. Camara. M. Camara, on va devoir gagner en temps. On va devoir gagner en temps. C'est des journalistes, quand on parle économie, c'est pas facile. Il va falloir l'accepter comme ça. Eh bien, nous avons... je vous rappelle que nous sommes avec... Je vais juste vous dire quelque chose. Monsieur Camara, aucun pays au monde où l'État a 100% la même mise sur les prix. C'est comme la monnaie. D'ailleurs, il y a l'effet de la mondialisation. Vous ne pouvez pas me dire que... Donnez-moi l'exemple d'un pays au monde où l'État a 200% les prix. Non. Les prix changent partout. Voilà, les prix changent partout. Avec l'interconnexion des différents marchés mondiaux, il va falloir accepter cela, M. Camara. Je sais que si les questions économiques, les questions ne finissent pas. Eh bien, je vous rappelle que nous sommes avec Ibrahim Koné, le directeur général du quotidien national Oroya. On va devoir bien entamer cette question politique. Monsieur Koné, est-ce qu'on peut dire que la démocratie ne souffre pas en Guinée? Pas du tout. Et comment? Je le dirais de façon très claire et de façon très libre que jusque-là, on est inscrit dans une dynamique et cette dynamique suit son cours. C'est la démocratie. La démocratie a des barrières, la démocratie a des exigences, la démocratie a des limites. La démocratie guinéenne, elle est guinéenne, elle se porte très bien puisque les Guinéens ne sont pas dans des camps de concentration où les Guinéens ont leur liberté encore de s'exprimer, de se regrouper et de porter haut leur volonté, où l'État actuel a le souci de demander à son peuple. Voilà pourquoi je dirais que la démocratie guinéenne se porte bien. À la fin, c'est la question politique. J'ai deux questions sur le volet judiciaire.
Ma première question, c'est au TPI de Dixine, délocaliser la cour d'appel de Conakry a rendu son verdict final le 31 juillet dernier sur les événements du 28 septembre. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que répondez-vous à ceux qui disent que la CRIEF est synonyme à l'impunité, car elle n'assume pas ses responsabilités d'après certains analystes? Je parle avec beaucoup d'amertume cette histoire de verdict du 28 septembre, surtout ce qui nous a conduit à cela. Et combien de fois le peuple de Guinée a été endeuillé, nos concitoyens, nos familles, des gens qui ont perdu, qui ont été blessés, qui ont eu des plaies à vie. Je leur présente, je m'incline pieusement sur le corps de nos compatriotes et je me dis que cela ne doit plus être fait sur notre sol. Le verdict, j'y étais là. J'ai suivi, j'ai couvert les événements du début de ce procès à la fin. J'ai vu dans quel climat ça a été organisé. Je félicite les magistrats guinéens, je félicite les magistrats de notre pays, je félicite les journalistes de notre pays, je félicite tous ceux qui ont mis du temps pour être là, discuter, travailler. Pour moi, il n'y a eu pas un procès, même quand vous prenez le procès de Nuremberg, ou le procès du capitaine, du préfet, putain, à Paris. Ou bien Dissénabré à Dakar. Tous les prévenus avaient une assistance, avaient des conseils des avocats pour les défendre. Et le président a donné le temps à tout le monde de discuter, de se défendre, de dire ce qu'il voulait. Et moi, je pense que la justice qui a été rendue, réellement, je salue, même s'il y a eu appel. C'est pour vous dire une fois de plus que notre justice, elle devient une fierté nationale et elle lave encore cette date qui a été suée le 28 septembre. La date du 28 septembre, il faut comprendre que à la base, c'était une date de fierté nationale où cette jeune nation qui portait haut et fort la couleur rouge, jaune, vert pour parler de sa liberté, de la joue coloniale, et que cette date a été suée. Oui. Alors, après les verdicts, je pense qu'on a rétabli l'ordre pour dire que réellement, on se retrouve dans notre pays. Le deuxième aspect de sa question, la CRIEF est manipulée. Déjà, il faut comprendre que la CRIEF, déjà, écoutez, c'est un instrument de répression criminelle contre les délits économiques. Elle n'existait pas. Tout le monde a crié ici avec les autres régimes, que ce soit le régime d'Amel Sékou Touré, je ne connais pas beaucoup, mais on me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de détournements. Autant de Conté, ça a crié, on n'a pas créé de CRIEF. Dadis non plus. Alpha, on n'en parle plus. Mais acceptons de dire chapeau au CNRD, eux au moins, ils ont créé quelque chose. Voilà le corps de vérificateurs, l'inspection générale au ministère de l'économie et des finances existait. Pourquoi elle ne fonctionnait pas? Parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. Et si cette volonté politique est venue, on a arrêté des gens. Aujourd'hui, la CRIEF a mis dans la caisse de l'État des milliards de francs guinéens. Voilà que, bien entendu, monsieur le directeur général, Srafdine, je pense que tu avais une question. Monsieur le directeur, oui. Une élection présidentielle en Guinée, sans les ténors de l'opposition guinéenne, à savoir M. Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, est-elle possible, étant en porte-à-faux avec la justice guinéenne? Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir, tout récemment, l'organe législatif du CNRD, en cette période de transition,
Le Conseil national de la transition a présenté un avant-projet de la nouvelle constitution. Qu'en pensez-vous de ce projet, d'ailleurs, qui semble être rejeté par plusieurs partis, acteurs de la société civile? Pour revenir à ta question, la première question, ce n'est pas mon souhait. Et ce n'est nullement le souhait du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, que des Guinéens soient exclus d'une élection dans notre pays. Il voudrait, il le dit tout le temps, voilà pourquoi nous faisons les consultations pour dire à tous les Guinéens, mettons-nous ensemble, vivons ensemble, donnons-nous la main. Mais la loi est la loi. Le porte-parole du gouvernement l'a dit. Aucun Guinéen n'est au-dessus de nos textes de loi. Si quelqu'un est en porte-à-faux avec la justice guinéenne, qu'elle le réponde. Ouais. Si elle ne répond pas, cela veut dire qu'elle ne souhaiterait pas demain commander la Guinée. On ne peut pas commander un pays sans n'acceptant pas les textes de loi de ce pays. Ce n'est pas ailleurs qui commande la nation guinéenne. La nation guinéenne est commandée par le peuple de Guinée. Et il faut que la nuance soit levée. Si nous devons avoir des responsables qui ne font pas confiance à nos juridictions, je vais dire, vous n'avez pas confiance à notre pays. Et si vous n'avez pas confiance à notre pays, comment veux-tu que vous commandiez ce pays? Je veux dire, il n'est le souhait de personne, d'aucun membre du CNRD, d'organiser des élections sans des Guinéens. Nous souhaiterons que ce soit des élections inclusives, que tout le monde vienne de façon libre et transparente et compétir. Et compétir, voilà que bien entendu, Camara. Et la deuxième question oui. Concernant l'avant-projet. L'avant-projet, comme je l'ai dit tantôt, c'est la volonté des Guinéens. C'est des Guinéens qu'on a consultés qui ont écrit un texte. Ils ont pensé, ce dont eux, ils ont pensé, c'est ce qu'ils ont mis dedans. Voilà pourquoi l'avant-projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai fait un papier, je mets à la disposition de tout le monde, venez nous corrigeons. Mais dès l'instant qu'on appelle tout le monde de venir corriger, d'autres disent non, moi je ne suis pas dedans, je ne veux pas. Je veux dire, c'est antidémocratique. Mais venez autour de la table, dites ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord, ou quels sont les articles qui ne vous conviennent pas pour qu'on puisse les corriger, les enlever. Mais vous ne pouvez pas tout refuser à bloc. Voilà que bien entendu. On doit s'arrêter parce que vous ne voulez pas qu'on ait une constitution pour sortir, pour aller vers la fin de la transition. Je dis non. On ne peut pas demander quelque chose et son contraire. Bien entendu, monsieur le directeur. Il y a Nemana Camara qui a également une question sur ce vote. Qui s'impatiente d'ailleurs. Monsieur le directeur général, à vous entendre, on a comme l'impression que vous maîtrisez très bien tout le dossier de la communication par rapport aux acquis du CNRD. Mais au niveau du volet politique... Les acquis du CNRD sont palpables, M. Camara. D'accord. Concernant le dossier du 28 septembre, je suis encore sur ma faim à partir du moment où nous avons fait un procès, nous avons donné un verdict. Alors, par rapport à un procès où certains acteurs, alors qui ont géré la Guinée pendant ce moment, n'étaient pas encore en Guinée, ne sont pas venus pour répondre alors à la manière dont ils ont géré alors le pays là. Je me rappelle le général Sekouba Konaté, vers la fin, c'est lui qui a géré. Vers la fin, c'est lui qui a géré l'après Dadis. Et dans ce procès, il n'est pas venu. Et il fait partie des acteurs qui n'étaient pas présents. Ensuite, l'autre aspect, c'est que nous avons fait également un procès où des gens ont déclaré des fausses communes. Il n'y a pas eu de déplacement judiciaire pour aller fouiller, pour aller retrouver ces fausses communes-là. Alors, ce qui serait un élément encore poignant, un élément tangible dans ce procès, j'allais dire. Alors, dites-moi, en vertu de l'ensemble de ces éléments-là, voulez-vous dire que vraiment ce procès a été un procès crédible? Très crédible. Vous savez que tout procès au monde, vous avez des accusés. Vous avez des gens qui doivent comparaître. Après tout ce qui est instruction, si vous n'êtes pas inscrit, si vous n'êtes pas, votre nom n'est pas sur les accusés
pour que vous passiez à la barre, vous ne passerez pas à la barre. Mais comme je le dis, aujourd'hui, il y a eu des appels et c'est la première phase de ce procès. Il y aura encore d'autres dossiers qui vont être ouverts. Peut-être ceux dont vous pensez que hier, on ne les a pas appelés, peut-être demain, ils vont être appelés. Mais la juridiction, donnez cette crédibilité quand même à notre justice. On l'a dit dès le départ. On dit la boussole sera... la justice sera la boussole de notre nation. Oui. Et on va vers cela. Pour moi, c'est une fierté qu'on ouvre un procès de cette taille par des Guinéens, sans l'aide, je dis bien, sans l'aide de la communauté internationale, et que la Guinée a piloté, financé, de bout en bout. On a eu l'aide qu'une seule nation, un seul pays qui était Autriche avec 100 millions de francs guinéens. L'État guinéen a pris tout en charge. Et que jusqu'à la fin, il y a des condamnés qui ont rejeté, c'est leur droit, on accepte leur droit. C'est ça aussi un pays moderne, un pays correct. Maintenant qu'on a du ministre Chérif Diallo, qui est un cas palpable, où on avait chargé de toutes parts, mais le président de la Cour a dit clairement que ceux dont on accusait le ministre Chérif n'étaient pas fondés. Il a été purement et simplement acquitté. C'est pour vous dire quand même qu'il y a un début à tout. Et ce début, c'est avec la vision du chef de l'État, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. C'est à saluer. C'est à saluer, c'est à féliciter. C'est-à-dire que nous allons vers cela. Aujourd'hui, pas. Peut-être demain, on aura. Bien sûr. Alors s'il revenait de nous faire une illustration des acquis politiques, quelle serait cette illustration? Mais écoutez, il y en a beaucoup. D'abord, le bon vivre. Le climat aujourd'hui, les Guinéens doivent se parler, se parlent. Aujourd'hui, cette pêche que les Guinéens ont de se lever, d'investir, de se battre, d'aller, de prendre tout en plein. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les secteurs sportifs, culturels, vous prenez aujourd'hui le plan de développement des médias. Aujourd'hui, il est content de regarder les journalistes guinéens qui brillent de mille feux partout. Aujourd'hui, vous regardez un peu les footballeurs guinéens, que ce soit handball, toutes les disciplines nous sont présents, les artistes, les intellectuels. La Guinée devient un centre d'intérêt pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, vous avez des cinquantaines de nationalités qui travaillent sur notre sol, je dirais même des centaines. Quand vous regardez les Asiatiques, on en compte à des milliers. La Guinée devient un pays qui regorge, un pays où il fait bon vivre, un pays où on peut investir, un pays où on peut venir en tourisme, en quiétude, aller se promener sur nos plages. Cela est dû à une vision. Politiquement parlant, est-ce qu'on peut se sentir vraiment émancipé? Mais qu'est-ce que... Écoutez... Surtout que aujourd'hui, la vie politique est complètement affectée par l'ethnisation. Non, moi je dis... Dans la vie politique. Non, je dis... que la Guinée, alors, continue à être une plaque tournante. De communautarisme. De communautarisme, de vente des stupéfiants, de vente des... Non, c'est l'aspect politique. Voilà. C'est l'aspect politique. Non, quand il parle de la paix... Moi je vous dis, je parle de ce que je vis. Je parle de ce que je vis. Je parle de ce qui est là. Je ne lis pas dans la pensée des gens, mais je parle de ce que mes 400 et quelques reporters, journalistes sur l'étendue du territoire me remontent. Il n'y a pas une vie en Guinée, il n'y a pas une ville en Guinée ou une région dans ce pays où on ne peut pas marcher gaillardement toute la nuit. Bien entendu. Alors, nous tendons vers la... Deuxièmement, il n'y a pas un endroit en Guinée où on vous dirait, vous êtes de telle ethnie, vous ne passez pas. Troisièmement, mais quand on enchante ou on encense des problèmes, il faut que ce soit des problèmes touchants de toi. Comme le sociologue le dit,
Les cas sociologiques, c'est des cas répétitifs, pas des cas isolés. Bien entendu, monsieur le directeur, nous tendons vers la fin de cette émission, mais bien avant, la dernière question, c'est Sarafdine. Monsieur le directeur, merci pour votre brillante intervention. Ma dernière question. Aujourd'hui, si vous étiez en face de ces leaders politiques, quels conseils allez-vous leur prodiguer? Mais écoutez, j'allais leur dire, mes frères guinéens, venons autour de la table, discutons. Notre bien commun, c'est la Guinée. C'est le bien commun de tout le monde. Comme d'autres aiment le dire, personne n'a la carte ou, je ne sais pas, l'extrait de naissance de notre nation. Elle est commune. Et elle est commune. Et chacun de nous est égalitaire sur cette nation. Alors, venons autour de la table. Tout le monde aime ce pays. Il faut qu'on discute. Il faut qu'on se parle pour le bien-être de notre nation. Pour le bien-être de notre nation, Arafan Condé. Monsieur le directeur, quel est votre regard sur notre ministère de la Communication? Mais écoutez, mon regard sur le ministère de l'Information et de la Communication, mon regard, il est très satisfaisant. Il y a des jalons, il y a du travail qui est fait. C'est de féliciter le ministre Fana Souma, qui ne ménage aucun effort pour faire émanciper notre niveau de travail, doter les services des équipements qu'il faut, aller où il faut pour donner de l'information aux Guinéens, sortir les équipements, mettre à la disposition de la radio, sensibiliser, soutenir notre culture, notre sport et dire, affirmer que nous sommes de cette nation. Voilà qui est bien entendu, que nous sommes de cette nation. Nemana Kamara, ta dernière question dans cette émission. Bien, comme le disait mon ami Sarafdine, nous voulons dire vraiment un grand merci au directeur général du quotidien Auréa, qui est en train de faire un brillant exposé pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur des questions d'intérêt national. C'est extrêmement important. La dernière question que je vais vous poser, c'est que je vais revenir sur la Constitution. Quand nous prenons la charte de la Constitution à l'article 47 et 55, il est dit qu'aucun membre du CNRD et du gouvernement ne sera candidat aux prochaines échéances électorales. Mais dans la Constitution, dans ce nouveau projet, avant-projet de Constitution, de la nouvelle Constitution, nulle part cela n'est mentionné. Et aujourd'hui, cela est en train d'être un véritable problème, une inquiétude, tant au niveau de la classe politique, au niveau de la société civile et même des citoyens. Alors, qu'est-ce que le directeur doit dire en face de ces millions d'auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir les faire comprendre que ce que le général de corps d'armée Madi Doumbouya dit va être une réalité sur le terrain? Mais écoutez, pour répondre à cette question, je serai pas trop long, je serai très clair et bref. Et j'ai posé la même question à des constitutionnalistes qui ont dit que la charte est un document qui régit un groupe pour une période bien donnée. La Constitution va au-delà de cela. Et demain, on ne peut pas prendre des éléments de la charte pour mettre dans la Constitution. Eux, les constitutionnalistes guinéens qui ont été consultés sur ce projet, ont fait un travail. Voilà pourquoi on dit avant-projet. L'avant-projet veut dire, écoutez, nous on a fait comme ça, on soumet au peuple à votre regard. Corrigeons, discutons, enlevons, amendons. Et après, le peuple de Guinée va être appelé sur cette constitution. Alors, si vous pensez, et que le peuple de Guinée pense, qu'il n'y a pas ces deux éléments dedans, elle va rejeter la constitution, mais quand on va la soumettre, qu'elle la rejette. On ne va pas l'attacher. Aucun ne va dire demain, voilà cette constitution, elle est pour la Guinée, sans qu'on ne passe devant les urnes.
Voilà, c'est bien entendu, monsieur le directeur Ibrahim Koné. Nous sommes au terme de cette émission, mais avant, nous voulons que vous nous fassiez un briefing sur les acquis à 3 volets, sur les acquis du CNRD, en célébrant le l'an 3 de son existence, les acquis sur le plan social, les acquis sur le plan économique, les acquis sur le plan politique. Mais écoutez, sur le plan social, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont touché le cœur des Guinéens. Quand vous regardez un peu, avant, quand il y avait des Guinéens qui étaient à l'étranger, qui avaient des soucis, et il semblait que l'État guinéen n'existait pas. On n'a jamais su où l'État guinéen a pris à bras le corps la vie de nos concitoyens vivant dans d'autres pays. Et on a vu quand le problème tunisien, xénophobie de la Tunisie s'est posé, du Maghreb, on a vu que le général de corps d'armée a affrété des avions pour aller transporter tous les Guinéens vers notre capitale. Et l'arrivée du premier convoi, il était sur le tarmac de l'aéroport pour accueillir les gens. J'ai eu chaud au cœur. On a eu le cas de cette dame qui a été violée, charcutée par des jeunes médecins. L'État s'est levé comme un seul homme. On a eu le cas, le décès de Adja, la première dame. L'État guinéen était là. On a eu les incendies à Yimbaya, de la jeune qui a perdu toute sa famille dans un incendie, où le chef d'État a adopté, il ne l'a pas pris, mais il a adopté cet enfant, cette fille, aujourd'hui, qui est la fille adoptive du chef de l'État et de son épouse. C'est pour vous dire, c'est peut-être pour d'autres personnes, c'est des gestes, des petits gestes, mais pour moi, ça a des sens forts. On voit les déplacements du chef de l'État, on voit le côté humanitaire, on voit ses assistances, on voit aujourd'hui ce que l'État même fait pour que les Guinéens se mettent ensemble. Quand on regarde un peu le côté de l'employabilité, la fonction publique, aujourd'hui, que vous prenez d'autres structures telles que le Fonds de développement et d'injustice qui soignent des Guinéens pauvres, qui donnent de l'argent à des Guinéens pauvres avec l'Agnès, la Caisse nationale, qui construit des laboratoires dans des endroits reculés de la Guinée. La santé publique. La santé publique. La prise en charge à 80% Des des fonctionnaires à la traite ou des fonctionnaires eux-mêmes. C'est des choses à saluer sur le plan social. Il y en a beaucoup. Sur le plan économique, quand vous regardez un peu tout le développement que nous commençons à comprendre. Je ne vais pas aller directement à Simandou, regarder les infrastructures routières dans nos quartiers à Conakry. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai, la saison pluvieuse aidante, elle ne nous facilite pas la tâche. Mais c'est pour vous dire que le travail doit continuer. Et les investissements, les maisons sociaux et le travail, beaucoup de miniers aujourd'hui qui sont dans notre pays. Le Simandou avec le méga projet Simandou qui a pris son envol. Il y a une stabilité de notre monnaie. Le projet d'une ville moderne à Sonfonia. Voilà. Alors c'est pour vous dire que l'économie guinéenne, les 20 ans à venir, se porte à merveille, se portera à merveille. Et même aujourd'hui, ça va. Sur le plan politique. Sur le plan politique, écoutez, il y a des jalons qui sont déjà mis. On a une stabilité, il faut le dire. On a une stabilité, les gens se parlent. Il y a un avant-projet qui est sorti. Il y a des consultations dans tous les pays du monde entier que je connais, la France, les États-Unis. Il y a toujours des étirements autour de la politique. La Guinée n'est pas exclue de ça. Quand on parle de politique, on parle de chacun à sa façon de voir les choses. Est-ce qu'on peut aller à un gouvernement d'union nationale l'année prochaine? Ben, écoutez, cela dépend du peuple de Guinée encore une fois. Mais pour le moment, le gouvernement du général Mamadi Doumbouya nous donne beaucoup de satisfaction. Car on rêve et la réalité est là. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu l'administration publique, vous regardez un peu toute l'assurance qu'on a, même avec nos hommes en tenue, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police,
que ce soit la protection civile, avec les inondations. Des gens qui allaient secourir des Guinéens qui étaient dans des situations très compliquées, des choses qu'on ne connaissait pas dans notre pays. On ne voyait pas ça en Guinée. Aujourd'hui, c'est palpable. On touche du doigt. Ils sont équipés, ils sont bien habillés et ils sont rassurants. C'est pour vous dire que on est dans une nation où il faut beau vivre. Où il fait bon vivre. Le tout dernier point, qu'avez-vous, je veux dire, comme appel, comme message à l'endroit des citoyens guinéens, des autorités guinéennes, à l'occasion de la célébration de l'an 3 du CNRD? Écoutez, c'est d'aller toujours regarder dans la vision du général de corps d'armée. Hein, le général a une vision très claire pour le pays. Et mettre les Guinéens ensemble, développer notre pays, que la Guinée soit un pays émergent, que la Guinée soit une destination, que la Guinée soit un pays d'émergents, que la Guinée soit un pays où les investisseurs viendront encore, que ce développement de vivre ensemble, que ce pays, que cet élan ne soit pas arrêté, que les gens se croient, que chacun puisse tirer son épingle du jeu, que demain, il fait beau vivre, qu'on a des grandes écoles, qu'on a les Britanniens, des jeunes militaires qui sont formés en Guinée, qui ont l'amour de la patrie. Et demain, que les routes qu'on est en train de bâtir dans toutes les préfectures de la Guinée, vous avez 11 préfectures ou plus qui n'avaient jamais connu 2 mètres de goudron qui sont en train d'être faits. Je veux dire, il y a beaucoup de travail. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Créons la paix en soi. Créons-nous la paix dans notre pays. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur Condé. Merci, monsieur Koné. Monsieur Koné, hein? Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous étions dans votre émission, votre édition spéciale Oroya Vision. J'ai réalisé cette émission avec l'incontournable Sharafdin Condé. Sharafdin, merci. Également été avec nous avec l'imbattable Nemanan Kamara. Nemanan, merci. Merci à toi. Il était également avec nous, il s'agit bien d'Arafan Condé, le dynamique. Arafan, merci. Et bien, avec le directeur général de Oroya, nous avons parlé des acquis sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan social, politique et économique donc, du pays, qui sont les acquis vraiment que le CNRD a réussi. Merci de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya et à la prochaine. C'est bien.